Charlemagne. Rien que le nom, ça évoque la grandeur, n'est-ce pas? Les chevaliers, un empire immense. Mais au fond, qui était-il vraiment? Parce que c'est un personnage qui est autant le produit de ses propres actions que de la légende qu'on a construite autour de lui. Allez, essayons ensemble de démêler le vrai du faux. Et cette transformation, elle commence dès l'instant de sa mort, en 814. À peine disparu, son histoire se met à changer, à devenir autre chose. C'est devenu, comme on le voit ici, une référence incontournable. Un mythe super puissant qui a servi de modèle de justification pendant plus de 1000 ans. C'est quand même incroyable. Alors, la question qui va nous guider, c'est justement ça. Derrière ce titre un peu ronflant de Père de l'Europe, où se cache l'homme? Comment fait-on pour gratter le vernis de la légende et retrouver le personnage historique? Bon, pour commencer, attaquons-nous au mythe, à l'image d'Épinal, en quelque sorte, le Charlemagne que tout le monde a en tête. Alors, ce Charlemagne de légende, c'est qui? Eh bien, c'est l'empereur à la fameuse barbe fleurie, toujours sage, toujours juste. C'est aussi, soi-disant, l'inventeur de l'école, un grand classique, le défenseur de la foi chrétienne, bien sûr, le roi parfait en somme. Sauf que tout ça, ça vient surtout d'histoires écrites bien après sa mort. On pense par exemple à un moine, Notker le Bègue, qui a écrit des anecdotes, disons, très romancées, ou encore aux poèmes épiques, comme la chanson de Roland, qui en ont fait un super-héros avant l'heure. Ok, ça c'était pour la légende. Maintenant, on passe à la réalité. Et elle est, beaucoup moins glamour. Parce que derrière l'image du bon roi, il y a surtout un conquérant, un chef de guerre absolument impitoyable. Son règne a duré 46 ans. Et sur ces 46 ans, il a passé son temps à faire la guerre. Pratiquement tout le temps, en fait. Imaginez, des campagnes militaires presque chaque année. Il s'est battu partout, en Italie contre les Lombards, en Espagne contre les Saxons, bien sûr, et même très long à l'Est contre les Avars pour leur piquer leurs trésors. Bref, plus de 3 décennies de conquête non-stop. Et quand on parle de conquête, on ne parle pas de bataille en dentelle. La violence était extrême. Le pire exemple, c'est sans doute le massacre de Verden en 782. Pour venger une défaite de ses troupes, il a fait décapiter 4500 prisonniers saxons en une seule journée. Oui, 4500. C'était un message, une démonstration de force absolument terrifiante. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, notamment avec les guerres contre les Saxons qui ont duré une éternité, presque 30 ans, le but n'était pas juste de prendre des terres. Non, l'objectif, c'était d'imposer le christianisme, par la force. Le choix était simple en fait, soit la conversion, soit la mort. C'était une guerre de religion avant l'heure. On arrive maintenant à un moment clé, peut-être le moment le plus célèbre de son règne, son couronnement comme empereur. Et là, on entre dans de la très haute politique, avec des enjeux hyper complexes. Alors comment ça s'est passé? Tout part d'une crise à Rome. Le pape Léon III se fait agresser par ses ennemis en 799, c'est très violent. Il réussit à s'enfuir et va chercher la protection de qui? De Charlemagne, bien sûr, l'homme le plus puissant d'Occident. Charlemagne descend donc à Rome pour mettre de l'ordre, et là, coup de théâtre. Le jour de Noël de l'an 800, en pleine messe à Saint-Pierre de Rome, alors que Charles est agenouillé pour prier, le pape lui pose une couronne sur la tête et le proclame empereur. Apparemment, personne ne s'y attendait. Mais attention, ce geste est tout sauf anodin. C'est un véritable coup politique. En posant lui-même la couronne sur la tête de Charlemagne, le pape montre à tout le monde « c'est moi, le chef de l'Église, qui fait l'empereur ». Le pouvoir spirituel est au-dessus du pouvoir temporel. Et ça, Charlemagne, ça ne lui a pas plu du tout. Son biographe nous dit même qu'il était furieux. Lui, il aurait voulu que les choses se passent dans l'autre sens. D'abord, l'acclamation par ses soldats et le peuple, et ensuite la couronne, pour bien montrer que son pouvoir venait de ses victoires, pas d'un cadeau du pape. Et cette histoire de religion, ce n'est pas juste un détail, c'est vraiment au cœur de son projet. Au-delà du guerrier, Charlemagne a utilisé la foi chrétienne comme le ciment de son empire. On parle de théocratie royale, c'est un concept important pour le comprendre. En gros, il ne se voyait pas juste comme un roi qui était chrétien. Non, pour lui, il était le chef du peuple chrétien. Il était responsable de son salut. Donc le politique et le religieux, pour lui, c'était la même chose. Et l'Église, dans cette vision, elle était à son service, un outil pour gouverner. Et ça se voit dans ses actions très concrètement. C'est lui qui va imposer la même manière de prier, la liturgie romaine, partout dans son empire. Pour unifier, il va rendre l'impôt religieux, la dîme, obligatoire pour tout le monde. Et il va s'appuyer sur les évêques et les abbés comme sur des préfets, des hauts fonctionnaires. On le voit bien, pour Charlemagne, conquérir un territoire et le convertir, c'était exactement la même chose.
Et puis, il meurt. Et c'est là que la deuxième vie de Charlemagne commence, la vie de la légende. Et cette légende va devenir un outil politique d'une puissance incroyable, peut-être même plus puissant que l'homme ne l'a jamais été de son vivant. C'est fascinant de voir comment chaque époque a pioché dans sa légende pour se construire son propre Charlemagne. Au XIIe siècle, l'empereur Frédéric Barberousse le fait carrément déclarer saint pour donner plus de poids à son propre pouvoir. Au Moyen-Âge, les poètes en font héros des croisades, alors qu'il est mort bien avant. Napoléon, bien sûr, va s'en servir de modèle pour son propre empire. Et plus près de nous, dans les années 50, en pleine construction européenne, qui ressortant du chapeau, Charlemagne, promu père de l'Europe. Il est adaptable à l'infini. Finalement, l'histoire de Charlemagne, c'est peut-être moins l'histoire d'un seul homme que celle de notre besoin de figures tutélaires, de mythes fondateurs. Et ça nous laisse avec une question toujours d'actualité. Est-ce que le mythe, ici celui d'une Europe unie et harmonieuse incarnée par Charlemagne, n'est pas finalement plus fort, plus marquant que la réalité historique qui, elle, est faite de bruit, de fureur et de complexité ?